Paradoxe de Simpson. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Et bon, et ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous dis bien, ça va quand même vous interpeller, quand même, ce paradoxe. Je considère pas, je ne me voyais pas faire une conférence sur les paradoxes sans parler du paradoxe de Simpson. Pour moi, c'est un des paradoxes, je dirais, les plus importants. Quand je dis les plus importants, je veux dire que c'est un des paradoxes qui est certainement les plus fréquents et peut-être celui qui est le plus surprenant. Donc ici, je pris comme contexte encore un contexte médical. Pourquoi ? Parce que c'est un contexte dans lequel la plupart des gens se sentent un peu concernés. Alors cette fois-ci, vous êtes à l'hôpital et en consultation, et le médecin qui vous accueille a deux nouvelles à vous apprendre. La première, c'est que vous avez des calculs dans les reins. La deuxième, c'est que ça se soigne. Donc une bonne et une mauvaise nouvelle, quoi, finalement. Il vous dit même d'ailleurs qu'il y a deux traitements. Un traitement qu'on va appeler le traitement A, qui est la chirurgie ouverte, et un traitement qu'on va appeler le traitement B. Le traitement B, c'est un traitement, c'est quelque chose de plus simple. On vous fait une petite incision dans le flanc, dans le dos, pour extraire les calculs. Et puis bien sûr, il vous pose la bonne question, quel traitement vous voulez ? Bon, bah, comme ça, vu comme ça, vous ne pouvez pas répondre, bien sûr, c'est quand même à lui de vous donner quelques indications. Et vous lui demandez, lequel des deux traitements est le meilleur traitement, celui qui vous donnera le meilleur taux de guérison, celui qui apportera le meilleur taux de guérison, oui. Alors là, il vous donne une feuille sur laquelle il est écrit qu'on a testé chacun de ces traitements sur 350 patients. Pour le traitement A, on a eu un taux de satisfaction, on a eu un succès de 79%, c'est-à-dire 273 cas. Et pour le traitement B, on a eu 83% de guérison, c'est-à-dire 289 cas sur les 350. Je vous donne les sources si vous voulez les vérifier, parce que c'est quand même ce que je vous donne ici, c'est pas une histoire inventée de toutes pièces dans les bouquins d'école, dans les bouquins pour les scolaires. C'est quand même quelque chose de tout à fait véridique. C'est-à-dire, peut-être que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été confrontées au cas qu'on va tout de suite décrire. Donc bien sûr, on va revenir à cette histoire. Vous avez donc, d'une part, le traitement A, 79%, d'autre part, le traitement B, 83%. Bon, bah, on choisit le traitement B, hein, après tout. Ça paraît normal. Bon, vous vous apprêtez à rentrer chez vous. Vous êtes dans le couloir et là, vous rencontrez un autre médecin que vous connaissez bien. Et bon, vous lui expliquez, après vos échanges de civilité, vous lui expliquez ce qui vous amène et puis vous en profitez pour lui demander son avis sur les deux traitements. Ah ben, il dit, il n'y a pas d'hésitation. C'est le traitement A qu'il faut prendre. Regardez, d'ailleurs, il donne une petite feuille sur laquelle il est écrit que, écoutez, pour le traitement A, on a fait des tests pour des petits calculs comme pour des gros calculs. Pour le traitement A, il y a eu 93% de succès contre 87% de succès pour le traitement B. Et pour les gros calculs, 73% de succès contre 69%. Il n'y a pas photo. C'est le traitement A qu'il faut prendre, oui. Vous avez vu deux médecins, vous avez eu deux études, et vous avez eu deux avis contradictoires. Alors, lequel choisir ? Alors que vous êtes encore dans le couloir en train de réfléchir à tout ça, que vous retournez tout ça dans tous les sens, vous apercevez d'une chose étonnante, c'est que finalement, ce n'est pas deux études différentes, c'est exactement la même étude. Faites les calculs, faites les comptes. D'un côté, vous avez pour le traitement A, et pour les petits calculs, 81 succès sur 87 personnes, sur 87 patients. Pour les gros calculs, 192 sur 263, faites le total. Les succès, ça fait 81 plus 192, ça fait 273 sur 350. C'est-à-dire que vous avez bien 79% de succès avec le traitement A. Et pour le traitement B, vous faites le total aussi. 234 succès pour les petits calculs,
55 succès pour les gros calculs, la somme, ça fait bien 289. Ah, je ne vous ai pas trompé, hein. Je vous ai dit la vérité. Et ben, la vérité qui tombe, ben, c'est que finalement, on est là complètement perdu. On est complètement perdu parce que quand même, il y a quelque chose qu'on comprend mal. Comment se fait-il qu'un traitement qui soit meilleur au global, le traitement B, il est meilleur au global, finalement il est moins bon dans tous les cas particuliers. Il est moins bon aussi bien pour les petits calculs que pour les gros calculs. Comment vous expliquez ça? Vous peut-être pas, moi je vais tenter de vous l'expliquer. Je vais tenter de vous l'expliquer, j'avais fait un modèle pour ça. Et puis ce matin, quand j'ai relu tout mon bazar, je me suis aperçu que si je rentrais dans les détails de mon modèle, ça risquait de prendre beaucoup de temps, et puis je pense que vous seriez lassé certainement avant la fin. Donc j'ai décidé de faire autrement. Je vais directement vous expliquer ce qu'il en est sur cette situation. La seule chose, c'est qu'il faudra me faire confiance pour les calculs. Voilà, donc on va simplifier le problème, on va l'écrire d'une autre façon, qui va revenir exactement au même. À la place de patients et de malades, j'ai décidé de prendre des bonbons. Alors vous savez, en probabilité, souvent on a un modèle qui consiste à prendre des urnes et des boules. J'ai hésité, puis je me suis dit, tiens, je vais changer un peu quand même. Je vais prendre un modèle avec des sacs et des bonbons. Ça ne change rien, ceux qui préfèrent les boules et les urnes, ils adaptent. Hein. Donc voilà, je considère 2 sacs sur lesquels il y a la lettre A, 2 sacs sur lesquels il y a la lettre B, et puis 2 titres dessus, hein, petit calcul, gros calcul. Dans chacun des sacs, je mets autant de bonbons que de personnes qui ont été traitées. Par exemple, pour les petits calculs, avec le traitement A, il y avait 81 succès sur 87 personnes qui ont été traitées. Eh bien ici, j'ai écrit 87 en noir, les 87 personnes traitées. Les 81, vous l'avez compris, ça va être une certaine couleur de bonbons. Ça va être des bonbons rouges, par exemple. Je mets des bonbons rouges et des bonbons jaunes. Les bonbons rouges, ça va être les personnes c'est le nombre de bonbons rouges, ça va être le nombre de personnes qui correspondent à un succès. Les jaunes, bien sûr, ça vient compléter, hein, ce sont les échecs. J'ai donc fait la même chose pour chacun des 4 sacs. Dans chacun des 4 sacs, j'ai mis des bonbons rouges, des bonbons jaunes, les bonbons rouges représentant les succès, les bonbons jaunes qui viennent compléter pour avoir bonbons rouges plus bonbons jaunes égale le nombre de patients. Et donc, bien sûr, vous avez les résultats que vous avez vus tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait bien, par exemple, pour les petits calculs, avec le traitement B, 234 succès sur 270. Là, ici, j'ai 234 bonbons rouges sur 270. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je rajoute 2 autres sacs. Je rajoute 2 autres sacs sur lesquels je n'écris que A et B. Dans le sac sur lequel il est écrit A, je mets d'abord le contenu du sac de petits calculs, c'est-à-dire le sac qui contient les 87 bonbons, dont les 81 rouges. Et je rajoute les 263 bonbons du sac des gros calculs. C'est-à-dire que j'ai un total de 81 bonbons rouges d'une part, plus 192 bonbons rouges, ce qui m'en fait 273, sur un total de nombre de bonbons de 87 plus 263, 350. Je fais la même chose avec le sac B. Je mets le contenu du sac du sac intitulé Petit calcul, et je rajoute le contenu du sac intitulé Gros calcul. Je dis bien que j'ajoute, et vous avez compris l'opération que j'ai fait, j'ai ajouté les contenus. Mais quand on ajoute des contenus, on n'ajoute pas des proportions. Toute la faute est là. Tout le problème est là. Regardez pour les proportions ce que ça donne. J'avais 81 sur 87, 192 sur 263, j'ai additionné les contenus. J'ai donc obtenu 81 plus 192 sur 87 plus 263. Pour faire une somme de 2 fractions, c'est pas comme ça qu'on fait. On réduit au même dénominateur et on fait la somme des numérateurs.
c'est quand même beaucoup plus compliqué. Cette opération, vous la connaissez, additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, vous la connaissez forcément. Vous l'avez forcément rencontrée, mais vous ne l'avez jamais étudiée. Vous l'avez rencontrée parce que même ici, s'il y a des lycéens dans la salle, ils la connaissent, ils sont bien placés pour la connaître. En effet, ça arrive quand même souvent que des professeurs donnent plusieurs exercices dans un problème, par exemple. Un professeur va donner un exercice qui va être noté sur 7, un autre exercice qui va être noté sur 13, tout ça pour avoir une note sur 20. Pour l'exercice noté sur 7, vous allez avoir 3. Pour l'exercice noté sur 12, vous avez 8. Votre note finale, ça sera 3 plus 8. 3 plus 8 sur 7 plus 13. Donc, vous voyez, cette opération dont on parle ici, vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée. C'est une opération très connue, mais pas étudiée. Mais quand je vais vous dire son nom, ça ne vous dira rien du tout. En général, le vrai nom de cette opération, c'est ce qu'on appelle la médiation des fractions. Vous voyez que ça ne vous dit rien. C'est ce qu'on appelle la médiation des fractions, et comme ce n'est pas une opération standard, ce n'est pas une opération qui est répertoriée parmi les opérations connues sur les fractions, il n'y a pas de symbole pour ça, et moi j'ai utilisé le premier symbole qui m'est tombé sous la main dans mon éditeur d'équations. C'est un plus dans un rond. Et je lirai simplement que je fais 81 87e, que la médiation de 81 87e est 292 263e, qui va me faire la fraction 81 plus 192 sur 87 plus 263. Voilà, et la même chose pour le sac B, bien sûr. Alors, cette opération, pour ceux qui ont fait de la géométrie ou ceux qui sont des adeptes de géométrie, ils peuvent avoir une petite vision des choses qui rend service, la visualisation peut rendre service. Ça correspond à un barycentre. Un barycentre de des deux fractions affectées des coefficients proportionnels au dénominateur des fractions. Alors maintenant, il y a tous ceux qui n'ont pas fait de géométrie, qui ne connaissent pas les barycentres. Je vous rassure, on n'a pas besoin de ça pour comprendre. Parce que ça possède un autre nom aussi, cette opération sur les fractions. Disons, ça correspond à autre chose. Ça s'appelle aussi, disons, ça correspond également aux moyennes pondérées. Effectivement, quand vous prenez la fraction A sur B et la fraction C sur D, que vous prenez des poids proportionnels au dénominateur des fractions, c'est-à-dire proportionnel à B et proportionnel à D, même proportion, hein, donc c'est des coefficients qui vont être proportionnels mais dans la même proportion, alors vous obtenez ce que l'on appelle la médiation des deux fractions. Ici, vous avez ici A sur B. Alors, la médiation de A sur B et de C sur D vous donne bien ce qui est écrit à côté si vous faites les opérations. Mais alors, il y a une propriété sur les médiations qu'il faut connaître, disons sur les moyennes pondérées plutôt qu'il faut connaître, c'est que si vous faites la moyenne pondérée dépend bien sûr des fractions que vous allez utiliser, ça c'est normal après tout, mais ça dépendra aussi du poids que vous affectez à chacune des fractions, à chacun des nombres. Par exemple, si je prends la moyenne pondérée entre 1 tiers et 8 onzièmes, ça va me faire 1 plus 8 sur 3 plus 11, ça me fait 64%. 64%, pour information, 1 tiers ça fait 33%, et 8 onzièmes, ça me fait 72%. Je vois que je suis plus près des 72% que des 33%. Bah oui, c'est normal. Le poids que je donne dans ma pondération, c'est 3 pour la fraction 1 tiers, à un facteur près, hein, et 11 pour la deuxième. 11, c'est quand même plus fort que 3. Donc c'est normal que je sois plus proche des 73%, parce que 8 onzièmes, c'est 73%. Que je sois plus près des 73% que des 33%. Maintenant, si je considère toujours les mêmes nombres, mais avec des fractions différentes, c'est-à-dire si je prends 10 trentièmes, si je prends la moyenne pondérée entre 10 trentièmes et 8 onzièmes, affectée des coefficients 30 et 11 cette fois-ci, je suis quand même plus près. Je vais être plus près quand même des 10 trentièmes, c'est-à-dire des 1 tiers, c'est-à-dire des 33%, parce que le dénominateur, c'est 30, c'est quand même plus fort que 11. Ok. Maintenant, si vous avez 1 tiers et 80 110e, alors je garde encore les mêmes proportions. 80 110e, c'est aussi 8 onzièmes. C'est toujours les mêmes nombres. Mais les moyennes pondérées, cette fois-ci, vous voyez, les coefficients ne sont plus du tout les mêmes.
Cette fois-ci, vous avez comme coefficient 3 et de l'autre côté 110. Alors là, il n'y a pas photo. Hein. Ça va pencher du côté des 110. Hein. Fortement, effectivement, vous obtenez 72%. Et ben c'est là maintenant tout le problème. Vous voyez que finalement, avec les mêmes nombres, avec les mêmes fractions, parce que c'est toujours la même fraction, que je dise 10 trentièmes ou que je dise un tiers, que je dise 80 110e ou que je dise 8 onzièmes, c'est les mêmes fractions, c'est les mêmes nombres. Donc vous voyez qu'avec des moyennes pondérées, comme ça, avec les médiations tout au moins, que ces médiations ici peuvent vous donner des résultats très différents si vous prenez des poids très différents. Et si vous allez un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait ici, regardez, on a fait la moyenne pondérée, le 273 sur 350, va donc correspondre à une moyenne pondérée entre 81 et 87e, 192 263e, avec des coefficients qui vont être proportionnels à 87 et 263. OK ? Tandis que pour la deuxième, ça va être les coefficients vont être proportionnels à 270 et 80 quand je vais faire mes moyennes pondérées. Mais c'est absurde. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Si vous voulez comparer des moyennes pondérées, il faut au moins qu'elles aient les mêmes coefficients. Sinon, il n'y a aucune comparaison possible. Vous pouvez obtenir n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe ici. Donc si vous voulez obtenir quelque chose de correct, si vous voulez pouvoir comparer vos fractions, en définitive, c'est-à-dire si vous vouliez pouvoir comparer vos moyennes pondérées de sac A et de sac B, il faudrait déjà que vos coefficients soient les mêmes. En d'autres termes, il faut déjà réduire tout ça. Disons, il va falloir réduire tout ça, entre guillemets, au même dénominateur. Vous voyez, j'ai fait des moyennes pondérées, 81, 87e, 192, 263e, avec comme coefficient 87 et 263, et de l'autre côté, 270 et 80. Mettons tout au même dénominateur. C'est-à-dire que je vais toujours considérer que j'ai 93% de succès avec mes petits calculs et 87% de succès avec mes petits calculs dans le traitement B. Je considère toujours les mêmes nombres. Mais j'utilise des fractions qui ont les mêmes dénominateurs, c'est-à-dire que je vais réduire ça en 87 fois 270, et puis alors c'est pour ça que je vous dis faites-moi confiance pour les calculs, ça nous fait 23 490 pour le traitement A et le traitement B, pour les petits calculs, et 21 040 pour le traitement A et pour le traitement B, pour les gros calculs. Et lorsque vous faites maintenant les moyennes pondérées, avec les coefficients qui vont être 23 490 d'une part, 21 040 d'autre part, comme vous allez faire des moyennes pondérées avec les mêmes coefficients, aussi bien pour le traitement A que pour le traitement B, vous pouvez les comparer. Et là, sans surprise, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que c'est le traitement A qui est le meilleur. Finalement, s'il y a la question posée, quel est le traitement que je choisis ? Écoutez, moi je vais vous dire que vu ce que je viens de faire, je choisis le traitement A. Mais est-ce le meilleur traitement ? Pas si sûr. Reprenons les choses. Vous aviez ici, vous étiez chez le médecin, il vous a proposé des traitements, et bien entendu, la question qui se pose, que vous posez, qui se pose à tous, c'est de faire un lien entre le choix du traitement et la guérison. C'est normal. Et le médecin que vous avez vu, le premier, il vous a répondu très honnêtement. Il n'a pas cherché à vous induire en erreur, pas du tout. Il vous a répondu très honnêtement et il vous a dit que c'était le traitement B qu'il fallait prendre. Et il avait raison. Si, vu ce qu'il vous donnait, il vous disait de prendre le traitement A, vous auriez dit, mais il est complètement cinglé celui-là. C'était pas possible. Il ne pouvait pas vous dire de prendre le traitement A avec la feuille qu'il vous donnait. Donc c'était bien, il avait raison. Mais vous voyez, il avait raison compte tenu de ce qu'il avait, mais il avait tort. En définitive. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est intervenu avec le deuxième médecin, ce que vous avez vu, c'est qu'il y avait la taille des calculs qui ont une incidence aussi bien sur le traitement choisi que sur le résultat. Sur le traitement choisi, oui, effectivement, les personnes qui avaient des petits calculs ont majoritairement choisi le traitement B. Les personnes qui avaient des gros calculs ont majoritairement choisi le traitement A. Ensuite, ça a eu une incidence aussi
sur le taux de succès. Pour les petits calculs, 93% de succès, pour les gros calculs, 73% de succès avec le traitement A. Même chose, quelque chose de comparable pour le traitement B. Donc vous voyez, il y a quelque chose, et s'il n'y a pas de lien direct entre le choix du traitement et la guérison, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas cette flèche entre les deux. À vrai dire, il y a une autre flèche, deux autres flèches. La taille des calculs avait une incidence et sur le choix du traitement et sur la guérison. C'est ce qu'on appelle un biais. On dit que la taille des calculs a biaisé, finalement, a biaisé les résultats. Alors, à la question que je m'étais posée tout à l'heure, est-ce que c'est bien le meilleur des traitements? Maintenant, vous avez peut-être compris. J'en suis pas sûr du tout. Parce que dans ce qu'on m'a donné, on m'a donné bien sûr la taille des calculs comme étant ce qu'on appelle un facteur de... Comment ça s'appelle déjà? Ah, tant pis. Bon, la taille des calculs va donc être un biais, ici. Va donc être un biais aussi bien pour le choix du traitement que la guérison, mais est-ce que c'est le seul biais possible de cette façon-là? Facteur de confusion, voilà le mot que je cherchais. Est-ce que c'est le seul facteur de confusion? Il peut très bien y en avoir d'autres. Après tout, l'âge, le sexe, la consommation de tabac et d'alcool, ça peut peut-être être des facteurs de confusion aussi. Des facteurs de confusion qui vont complètement modifier ce qui a été dit jusqu'à présent. Ça, j'en sais rien, parce que d'ailleurs, dans l'étude que je vous ai donnée, ce n'était pas marqué. Donc, je ne peux pas savoir si c'est le meilleur des traitements. Tout ce que je sais, c'est qu'en fonction de ce qu'on m'a donné, j'ai certainement bien fait de prendre le traitement A. Mais je ne peux pas garantir que ce soit le meilleur de tous les traitements qu'on pouvait avoir. Et oui, pour ça, il faudrait savoir s'il y en a d'autres ou pas. Ok ? Alors, des biais, il y en a des 1000 et des 100. Des biais, si vous regardez sur des biais en statistique, si vous regardez sur Internet la page Wikipédia, vous allez en trouver partout. Je vous en ai mis 6 ici. Bon, j'aurais pu vous en mettre beaucoup plus. Mais bon, contentons-nous de quelques-uns, c'est pas grave. Je ne vais pas d'ailleurs les détailler, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. La plupart des biais que vous rencontrez en statistique, ce sont des biais qui sont dus disons, on va dire, à la nature humaine. Je veux dire qu'on peut comprendre qu'un laboratoire qui veut mettre sur le marché un produit et qui fait lui-même, qui finance les tests cliniques, peut avoir tendance à faire des biais de notification, de publication, de confirmation. Attention, ne faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les laboratoires allaient se conduire malhonnêtement. Vous savez très bien qu'il y a quand même une grande surveillance quand même derrière tout ça. Mais le fait qu'on en parle dans les bouquins, le fait que vous les trouviez dans les livres, ça veut dire quelque part que ça existe. C'est tout ce que je veux dire. Mais il y a quand même des biais qui ne font pas partie de cette liste que j'aurais pu vous donner, parce que ces biais, ce que je vous montre ici, c'est des biais qui seraient dus à la nature humaine, mais le biais qui est dû à ce qu'on appelle les facteurs de confusion, ça, c'est pas dû du tout à la nature humaine. Ils existent de toute façon. La taille des calculs, c'était un facteur de confusion. Bah écoutez, ça existe. Vous n'y pouvez rien. C'est pas le chirurgien qui va les rajouter. Ils existent. Donc ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de facteurs, est-ce qu'on peut éviter ce genre de biais, les facteurs de confusion qui seraient dus à ça? La réponse est oui et non. Disons que si vous avez des probabilités qui reposent sur des proportions, la réponse est oui, en général. Je veux dire que si vous pouvez faire des statistiques où les probabilités, ce sont des fréquences, il n'y a pas vraiment de souci, il suffit de faire des études randomisées. Je m'explique. Reprenons les calculs rénaux. On demande au patient de choisir son traitement. Et vous avez vu, suivant que ce sont des petits calculs ou des gros calculs, le patient choisira soit le traitement B, soit le traitement A. Il aura une préférence sur la taille des calculs. Tandis que si vous faites un traitement, si vous faites ici une étude randomisée, vous voulez faire une étude randomisée, vous allez imposer aux personnes, aux patients, de prendre le traitement A ou de prendre le traitement B de façon random.
c'est-à-dire sans s'occuper de la taille des calculs. Dans ces cas-là, il n'y aura plus ce facteur de confusion, il n'y aura plus ce lien qui va exister entre, d'une part, la taille des calculs et puis le choix du traitement. Ça n'existera plus, vous n'aurez plus ce facteur de confusion. C'est pour ça qu'on préfère de loin quand même les études randomisées, quand on peut les faire. Alors, allez, j'abrège un petit peu, vous pouvez voir qu'il existe d'autres paradoxes de Simpson. Enfin, si je donnais un exemple de paradoxe de Simpson, mais vous en trouverez sur Internet des exemples alors à l'appel. Vous pouvez en trouver autant que vous voulez, j'en ai marqué ici quelques-uns qui m'ont amusé, disons le taux de réussite en sciences pour les filles et les garçons dans une université, le redoublement scolaire. Puis un qui m'a amusé encore plus, un rapport entre les buveurs de café et les cancers de poumon. Surprenant celui-ci. Alors le taux de réussite, oui bien sûr, alors ça c'était complètement idiot, c'est une université à une époque qui avait décidé de prouver que les garçons étaient quand même bien meilleurs pour faire des sciences que les filles. Preuve à l'appui, hein. Preuve à l'appui, il suffisait de regarder les taux de résultats. Et bon, les garçons avaient de meilleurs résultats que les filles. Oui, sauf que les filles choisissaient de préférence des matières comme la biologie, disons les sciences expérimentales, où elles obtenaient de meilleurs résultats que les garçons. Et les garçons préféraient prendre la physique ou les mathématiques, où les filles avaient aussi de meilleurs résultats. Bon, bref, comme contre-exemple, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. C'était vraiment le cas, mais on est vraiment dans le cas de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les paradoxes rénaux, hein, c'est le même. Le redoublement scolaire, ça c'est quelque chose qui revient périodiquement sur le tapis, vous connaissez. L'argument qu'on a souvent évoqué, c'est que les gens qui redoublent ont de moins bons résultats au baccalauréat que ceux qui ne redoublent pas. Alors, je ne suis pas vraiment bien placé, je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire sur les redoublements scolaires. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que cet argument est complètement crétin. Effectivement, les gens qu'on fait redoubler, ce sont ceux qui ont des problèmes scolaires, qui ont un niveau scolaire insuffisant. Ce niveau scolaire va jouer aussi bien sur leurs résultats au baccalauréat que sur le redoublement. Donc si vous voulez, vous avez ici de toute évidence un facteur de confusion. Vous ne pouvez pas établir de lien direct entre les deux, c'est pas possible. Quant au café et cancer des poumons, cela est assez amusant. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, c'est-à-dire que ceux qui boivent le plus de café ont le plus de chances de développer un cancer des poumons. Et bon, quand on regarde certains chiffres, pourquoi pas après tout? Bon, sauf que vous l'avez peut-être compris. Il y a aussi un facteur de confusion qui est dû au fait que ce sont les personnes qui fument le plus qui boivent le plus de café. Tout simplement. Bon, vous en trouverez des piles. Hein. Tout ça, vous en trouverez sur Internet, il y en a des centaines. Il faut reconnaître que des paradoxes de Simpson, il y en a beaucoup. Ces paradoxes aussi, ils ont un inconvénient. Bien sûr, les paradoxes, que ce soit de Simpson ou les paradoxes bayésiens dont je parlais tout à l'heure, ils peuvent être utilisés à mauvais escient. Je ne vais pas trop en parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ils peuvent être utilisés à mauvais escient. Vous comprenez très bien que l'utilisation des paradoxes de Simpson, je veux dire l'utilisation des facteurs de confusion, permet d'embellir une situation. Par les statistiques, vous pouvez très bien embellir sérieusement un bilan avec des facteurs de confusion, en jouant sur les facteurs de confusion. Mais attention, hein, vous pouvez aussi assombrir un bilan en jouant sur les facteurs de confusion. C'est pareil. Je ne veux pas dire, hein, s'il y a de la malveillance, allez des deux côtés. Hein. D'accord. Donc il faut faire très attention aux informations qu'on peut donner. Les paradoxes de Simpson sont fréquents. Quand on vous donne des statistiques et que derrière il n'est pas fait mention de facteurs de confusion d'aucune façon, vous avez vraiment beaucoup de raisons de vous méfier. Beaucoup de raisons de vous méfier. Merci de votre attention.